Donc Jennifer Chrétien, vous êtes déléguée générale du think tank Renaissance numérique. Peut-être un premier mot de réaction sur ce que vous avez pu nous expliquer. D'abord, qui est Renaissance numérique, et un premier mot de réaction sur ce que vous avez retenu de ce sondage. Renaissance numérique est un think tank qui a été créé il y a un peu plus de 15 ans, qui réunit une diversité d'acteurs, à la fois des académiques et des entreprises et des acteurs de la société civile, pour éclairer le débat public sur la transformation numérique de la société. Et donc, moi, je dirige ce think tank. Pour réagir un peu brièvement à ce qui a été présenté en introduction du débat, j'aurais peut-être 3 points assez brèves à présenter. Le premier, c'est qu'on voit, et ça c'est de manière plus générale, c'est que quand finalement on parle beaucoup plus de l'Europe, et notamment d'un point de vue médiatique, on voit qu'on a une plus grande sensibilité à la question européenne. Et c'est assez flagrant, notamment quand on voit l'évolution entre les deux enquêtes qui ont été produites dans le cadre de cet observatoire. Le deuxième sujet, c'est peut-être sur la présidence française du Conseil de l'Union européenne, parce que je trouve que la manière dont on en débat souvent est assez dévoyée dans le débat médiatique, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'une présidence française du Conseil de l'Union européenne? C'est surtout un devoir aussi de neutralité de l'État qui a la charge de la présidence pour animer l'agenda européen, un agenda qui est fixé au niveau européen avec tous les acteurs. Et donc, évidemment, ce n'est pas la France qui devient l'exécutif de l'Europe, mais c'est plutôt la France animatrice des débats. Et donc, quand on interroge sur les attentes, ça biaise un peu aussi le sujet qu'on peut avoir et la compréhension qu'on peut avoir de cette présidence du Conseil de l'Union européenne. Et peut-être plus précisément sur le sujet qui me concerne moi plus directement, qui est le numérique. Alors, Jean-Daniel Lévy le rappelait, en fait, on est dans les résultats, dans des résultats déjà très proches, et où à peu près tout est prioritaire. Mais on voit notamment que le numérique apparaît en dernière des priorités, ce qui n'est pas étonnant en fait, parce que c'est un objet un peu à part, difficile à appréhender, et en même temps, il se retrouve au travers de tous les autres enjeux. Donc finalement, le penser en silo n'est pas nécessairement évident d'un point de vue notamment citoyen quand on est éloigné du sujet. Sur la dernière peut-être slide, la dernière question qui a été posée, on voit que c'est un appel à la protection qui ressort en premier lieu, qui est pareil, n'est pas étonnant dans une démarche d'enquête d'opinion et qui est légitime dans le contexte actuel. Je pense notamment à la préservation de la vie privée ou à la lutte contre les interférences étrangères. À ce sujet, peut-être 2 petites remarques. Sur le sujet des interférences étrangères, elles ne se résument pas aux temps électoraux. On l'a bien vu avec la crise sanitaire et notamment les stratégies d'influence de la Chine, notamment pour mettre en porte-à-faux les États-Unis et à faire circuler la désinformation autour du fait que finalement le virus serait à l'origine d'une arme biologique américaine et donc d'une certaine manière déplacer la responsabilité. On voit que c'est plutôt un sujet permanent et qui justement nécessite d'être traité au-delà de ces temps électoraux. Et sur la question de la vie privée sur laquelle est revenu Jean-Daniel Lévy, oui, il y a un sujet sur le rapport à l'État et on pourra y revenir. Je pense qu'il aurait été aussi intéressant d'avoir le même format de questions sur les entreprises privées pour voir aussi un comparatif entre acteurs avec la même formulation, comment les Français réagissaient aussi à ces 2 items. Et enfin, sur les autres items, et je vais m'en arrêter là parce que je suis déjà un peu longue, ils sont aussi plus techniques. C'est des questions qui sont aussi qui nécessitent des débats en eux-mêmes. Et je pense que ça peut expliquer aussi le fait qu'ils soient moins prioritaires que l'aspect de protection qui est peut-être émotionnellement plus facile à... Oui, merci. On va revenir sur tous ces points tout au long de la discussion, mais ça ouvre déjà très largement notre échange. Benoît Tabaka, je me tourne vers vous. Je le rappelle, vous êtes directeur des relations institutionnelles et politiques publiques de Google France. Peut-être une première réaction sur ce que vous avez pu entendre tout à l'heure de la part de Jean-Daniel Lévy. Et puis, je voudrais ensuite vous entendre sur une première thématique qui sera celle de notre campagne présidentielle. C'est l'actualité du moment et de l'intrusion des puissances étrangères dans la politique. On le voit depuis 2017, on l'avait même vu dès 2012, ces interventions, pas toujours bienveillantes, de certains États. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et surtout,
que peut faire Google pour assainir le débat, si je puis dire. Non, mais merci beaucoup Raphaël. D'abord, peut-être une réaction à la présentation. Toujours assez intéressante. Ce qui est intéressant, effectivement, et pour reprendre ce que disait aussi Jennifer, c'était on voit notamment dans la liste des priorités il y a beaucoup de priorités et ce qui montre que c'est une présidence française de l'Union européenne qui est importante pour les Français. On voit surtout que le numérique arrive souvent en bas de la liste en tant que secteur à part entière. Mais c'est vrai que surtout, c'est que le numérique aujourd'hui irrigue l'ensemble des autres sujets. Quand on parle de pouvoir d'achat, le numérique sera présent. Quand on parlera aussi de lutte contre le terrorisme, le numérique sera présent et autres. Mais c'est intéressant de voir qu'en tant que tel, le numérique, c'est un sujet, mais ce n'est pas non plus l'élément le plus saillant, en tout cas des attentes des Français, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets aujourd'hui qui intéressent la vie de tous les jours des Français. Et effectivement, il y a demain, on est en plein dedans plus exactement, cette campagne présidentielle. Il manque encore quelques candidats, mais ça ne saurait tarder. Et effectivement, la question, on voit arriver dans le sondage que la question de la protection des citoyens vis-à-vis notamment des États et des interférences des États arrive en tête des inquiétudes finalement des Français. C'est assez intéressant parce que ma première réaction en regardant les résultats du sondage, c'est de dire c'est un sujet finalement aussi qui parle aux Français. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est réel, qui est technique, qui est, on va dire, quelque chose loin des gens. On est véritablement dans quelque chose qui touche, qui interroge. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important de relever. Qu'est-ce qu'on voit, nous, j'allais dire, au quotidien? C'est qu'effectivement, Raphaël vous l'a rappelé, c'est qu'au cours des différentes campagnes, on a vu des interférences d'origine étrangère dans les élections, sous la forme notamment, on a tous en tête les Macron Leaks, et donc d'avoir en fait des attaques informatiques destinées à récupérer des documents. On sait pertinemment que ces risques existent. L'État s'est doté d'une structure avec Viginum pour justement surveiller, analyser, regarder ce qui se passait au-delà de nos frontières en termes de tentatives finalement d'action, d'interaction, d'interférence dans le processus de la campagne électorale. Les équipes de Viginum sont en contact avec toutes les plateformes, avec nos équipes également, pour échanger, interagir et voir effectivement si des phénomènes qu'on observe ils sont aussi observés et inversement. Parce qu'effectivement, nous, côté Google et en la matière, il y a en gros deux paquets de phénomènes en quelque sorte à regarder. Le premier, ça va être la question de la cybersécurité pure, similaire à ce qu'on a connu en 2017, qui sont des attaques informatiques, la récupération de mots de passe, d'éléments d'identification et derrière, potentiellement la récupération de documents qui peuvent être plus ou moins sensibles, mais qui peuvent être utilisés à d'autres fins, notamment au milieu de la campagne. Et ça, c'est un risque. Le risque est toujours là. La question de la sécurisation et notamment des boîtes mail, par exemple, personnelles des candidats, des équipes de campagne, de toutes les personnes impliquées dans les campagnes, c'est un sujet permanent et sur lequel il y a des outils, il y a des protections qui existent et il faut juste les mettre en place. Le deuxième élément, le deuxième paquet, c'est effectivement celui autour de l'information, celui autour de la désinformation, celui non pas, on va dire, des contenus qui peuvent être propagés par quelques individus sur la toile, mais véritablement de campagnes structurées de désinformation destinées à influer sur le cours d'une campagne. Ce n'est pas forcément d'influer en faveur d'un candidat ou d'une candidate, mais on est plutôt destiné à influer en fait l'ambiance de la campagne, de créer des tensions, de créer des troubles, de créer des oppositions, de fracturer en quelque sorte un certain nombre de débats politiques qui, effectivement, ces fracturations, on sait, sont source, et notamment dans les derniers 100 mètres en quelque sorte du vote, source en fait d'influence. Et donc, ce sont ces éléments-là qu'on regarde. Regardez. J'interromps une toute petite seconde, Benoît, simplement. Par exemple, est-ce que ces phénomènes s'accélèrent en 2022 par rapport à ce qu'on a pu connaître en 2017? Aujourd'hui, nous, on ne voit pas d'accélération en fait en termes du phénomène. Le phénomène existe, on va dire, c'est toujours quelque chose de constant et pas qu'en France. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement dans d'autres États du monde au moment des processus électoraux. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir regarder. La campagne en France est lancée, mais elle va s'amplifier avec l'arrivée des nouveaux candidats. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'il va falloir être encore plus vigilant sur qu'est-ce qui peut se passer. Cédric Pierrard, pardon, peut-être un mot à votre tour, je rappelle, vous êtes CEO d'Effici, une entreprise de CRM française, mais à l'assaut de l'Europe, une entreprise très européenne, vous êtes vous-même de nationalité belge. Un mot pour voir ce que vous retenez de la présentation de Jean-Daniel Lévy. On est un CRM français, mais on est
plus que français, on a attrapé une dimension européenne. Je pense que le chiffre d'affaires réalisé en France par l'entreprise est en dessous de 30%, donc on exporte beaucoup de notre savoir-faire en Europe. Et donc moi je pense que c'est quelque chose qui manque à nos clients d'avoir quelques champions. Alors bien sûr, la concurrence et les entreprises américaines, chinoises, et cetera, ont des produits et des savoir-faire qui sont très valables, mais aussi en Europe, on a des très bons ingénieurs, on a des logiciels qui sont de très bonne qualité, et c'est dommage de ne pas avoir plus d'émergence de champions européens. Ça ferait, je pense, beaucoup de sens pour les entreprises qui sont européennes de pouvoir s'adresser à des fournisseurs qui le sont aussi. On va y revenir sur ces questions de souveraineté européenne un peu plus tard dans notre discussion, mais effectivement, on voit que ce que l'on tire de ce sondage, c'est que dans l'ensemble, les Français estiment d'abord prioritaire de prendre un certain nombre de mesures de régulation en matière du numérique, notamment en matière de protection des citoyens contre la collecte systématique de leurs données par les États, là où en Europe, on est très certainement les plus protégés autour de la planète. On parle aussi de protection des démocraties contre les influences étrangères. On l'a déjà évoqué avec Benoît Tabaka de Google. Mais ce qu'il en ressort, c'est donc ce besoin de protection. C'est une forme d'angoisse globale quand même par rapport à ce monde du numérique qui est peut-être à rejoindre aussi avec le fait que c'est le sujet le moins connu, on l'a vu dans le classement par Harris Interactive. Alors, cette angoisse, elle concerne bien évidemment, vous venez tous de le souligner, les données personnelles. Les données personnelles, c'est évidemment ce qu'on a de plus personnel, bien davantage qu'une attaque extérieure dans une campagne politique. Jennifer, je voudrais avoir votre avis là-dessus, sur quel est l'enjeu dans un environnement déjà très normé. L'Europe a porté le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Donc, l'enjeu aujourd'hui, à la fois peut-être pour faire comprendre ce qui a été fait et les enjeux de demain vis-à-vis de la protection des données personnelles. On vous écoute. Merci Raphaël. Alors le sujet de la protection des données, ça pourrait être un débat Oui, en tant que tel, donc je vais m'attacher à juste quelques points. Et juste pour répondre aussi à ce que vient de dire Cédric, encore une fois, il n'y a pas de comparatif dans les questions entre les États et les entreprises. Donc, il manque ce comparatif pour qu'on puisse aussi faire en tirer un vrai enseignement. Pour revenir sur le sujet de la protection des données, durant ce dernier quinquennat, on a eu un texte européen qui est entré en application, qui est le règlement sur la protection des données, le règlement général sur la protection des données, RGPD, qui a permis, je pense, de manière assez inédite, de porter l'attention sur le sujet de la protection des données pour tous les acteurs et jusqu'aux citoyens. Et c'est pour ça que généralement, j'évite de parler des angoisses des citoyens, parce que avant de parler d'angoisse, il y a souvent aussi une méconnaissance des problématiques et aussi un manque d'appréhension de leurs droits dans ce domaine. Nous, au moment de l'entrée en vigueur du RGPD, on avait mené une enquête d'opinion justement avec des questionnements à plat qui montraient que finalement les citoyens étaient bien éloignés de la connaissance de leur protection, du cadre qui déjà existait, puisqu'on avait quand même déjà un cadre assez avancé en France avec le travail fait par la CNIL, et donc avec une méconnaissance assez profonde de la part des citoyens. Donc, ça a permis de faire progresser la connaissance de ce sujet et de sensibiliser, et du coup d'être plus sensible aussi dans les attentes à demander, à appeler à avoir ces données protégées. Sur cette question de la protection des données, protéger la vie privée, c'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental qui vient souvent aussi être percuté par d'autres droits fondamentaux. Notamment, on parle du droit à la sécurité ou du respect de la dignité humaine. Donc, les acteurs ont la responsabilité d'assurer finalement un équilibre entre ces différents droits fondamentaux. C'est ce qui fait notre état de droit aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce n'est pas étonnant en fait, de retrouver aussi les États
dans cet appel à la protection des données personnelles, parce qu'on voit aussi des développements du côté de l'action publique dans des usages aussi numériques qui peuvent s'avérer toujours aussi plus intrusifs dans certains domaines, notamment dans le domaine policier ou dans le domaine de la justice, qui invite aussi à se questionner justement sur la nécessité de certains usages technologiques et sur la protection des données des citoyens dans ces usages-là. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est à la fois la responsabilité en effet des acteurs privés, mais aussi des acteurs publics, et quels sont finalement les garde-fous démocratiques qu'on a pour assurer aussi que l'action publique dans ses usages du numérique elle-même respecte cette balance entre les droits et libertés fondamentaux. Chez Renaissance Numérique, on a notamment beaucoup travaillé sur le sujet de la vidéosurveillance dite intelligente, où on a vu un certain nombre d'expérimentations et d'usages se déployer dans les territoires, et parfois avec des contrôles plus ou moins inefficaces ou absents, ou totalement absents. Donc il y a un vrai sujet aussi sur quelle garantie côté action publique, comment on se montre aussi responsable finalement de cette protection des données, qui ne concerne pas que les acteurs privés, qui ont les enjeux, et Cédric l'a très bien rappelé tout à l'heure, mais il y a aussi le sujet, la balance des acteurs publics. C'est pour ça que pour revenir sur le point de Cédric, je ne suis pas tant étonnée de voir qu'il y a aussi ce sujet de l'État dans les… Si je comprends bien, Jennifer Chrétien, vous êtes en train de nous expliquer qu'on est en train de développer tout un tas de services publics, y compris de contrôle de population en tout cas, pour des questions de sécurité comme le développement des caméras qui se font dans un cadre pas complètement normé ou abouti en termes de protection des données personnelles, c'est bien ça ? Non, ce n'est pas totalement ça. Le cadre, il est existant. Hein. On a un certain nombre de cadres. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on a le règlement général sur la protection des données, on a une directive au niveau européen, on a une convention européenne des droits fondamentaux. On a tout un arsenal juridique qui fait que déjà, on a le cadre pour protéger les usages et permettre cet équilibre que j'évoquais entre les différents droits et libertés qui sont légitimes. Hein. Il y a un vrai enjeu de sécurité et de sûreté, il y a des vrais enjeux de protection de la vie privée, etc. Et donc, ça nécessite juste d'établir la bonne balance. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est que ce cadre n'est pas forcément bien appliqué et qu'on a des outils qui devraient permettre de bien l'appliquer. Par exemple, la CNIL, par exemple, la commission nationale en charge de contrôler justement les démarches de renseignement qui a été aussi déployée dans le cadre des projets de loi sur le renseignement, qui manque en fait d'effectivité parce que soit il manque un manque de pouvoir de contrôle, donc ça c'est notamment la CNCTR qui manque d'un pouvoir de contrôle pour vraiment finalement avoir un rôle efficient dans cet équilibre, soit c'est la CNIL qui manque de moyens, et en plus, qui voit ses compétences s'élargir et le champ sur lequel elle doit intervenir complètement s'élargir. Avec, en parallèle de ça, il y a le national, il y a aussi des acteurs de territoire, et donc avec aussi des acteurs publics locaux qui n'ont pas non plus la maîtrise de ce cadre et qui, du coup, lancent aussi des initiatives qui ne sont pas toujours finalement parfaitement suivies en matière de contrôle, etc. Et ça, c'est un des enjeux, et je ne veux pas non plus que le débat ne porte que sur le sujet. Je vois qu'il y a des marges de progression, en tout cas, de ce côté-là. Je me tourne vers vous, Benoît Tabaka. On dit souvent que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Chez Google, c'est un service gratuit. Et donc, c'est bien sur les données personnelles que Google a pu construire ces outils. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? C'est un sujet qui monte dans l'opinion publique, comme le montre le sondage que nous avons présenté. Comment, quand on est chez Google, on appréhende cette dynamique ? Je dirais au travers de deux aspects. Déjà, le premier élément, je vais revenir 30 secondes sur effectivement la question touchant notamment à l'accès des données et à la détention des données par les États. Je pense qu'un des sujets, ce qui explique aussi pourquoi il y a une telle prédominance de ce sujet-là dans les résultats, c'est aussi effectivement par rapport à tout ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années avec la pandémie, avec le développement d'un certain nombre d'applications par des gouvernements
qui était destiné finalement d'abord à montrer son pass, à rentrer dans des restaurants, etc. Et on voit en fait que l'usage maintenant de ces QR codes est devenu quasiment automatique selon les moments, selon les pics d'épidémie, etc. Et je pense que derrière, les questions qui sont soulevées par le sondage en fait sont équivalentes à celles aujourd'hui que toutes les boîtes privées en fait doivent faire face. Déjà, c'est le premier élément, c'est que les utilisateurs et pour les États, les citoyens, sont en attente au moins de deux choses, plus de contrôle et plus de transparence. C'est-à-dire, ils veulent savoir, dans un premier temps, qu'est-ce qui fait de leurs données, comment leurs données sont utilisées, comment leurs données vont être exploitées, collectées, etc. Donc, savoir. Et ça, c'est un premier élément qui est assez fort et qui monte de plus en plus. Et en parallèle de ça, le contrôle. Ce n'est pas seulement uniquement de savoir, mais d'avoir la capacité d'ajuster et d'avoir un certain nombre d'outils. Et c'est ce qu'on a pu voir effectivement avec le règlement général sur la protection de données, le fameux RGPD, ce qu'on a pu voir aussi avec toute cette tendance faite par les différents acteurs, notamment c'est le cas côté Google, de développer des outils qui vont permettre d'assurer le contrôle, la transparence, qui vont permettre de donner une visibilité à l'ensemble des utilisateurs sur quelles sont les données possédées par l'entreprise et ajuster, par exemple, sur les profils publicitaires ou voir, par exemple, si la personne a conservé l'historique de ses recherches, de pouvoir l'éditer, le modifier, etc. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, et là, j'en viens plutôt à la tendance actuelle, c'est que avec les années, les utilisateurs sont aussi en demande de moins de données. Et c'est quelque chose aussi qui revient régulièrement, qui est que, par exemple, ce qui explique le mouvement un peu de fond, qui a pu être perçu comme étant aussi relativement, inattendu de la part de plusieurs acteurs du numérique vis-à-vis des cookies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avenir de ces outils de traçage, etc., c'est quelque chose qui va être voué à disparaître d'une manière ou d'une autre. Pour résumer, effectivement, deux groupes d'attente côté utilisateur, côté citoyen, hein, c'est d'un côté plus de transparence, plus de contrôle, et ça c'était, on va dire, quelque chose qui s'est généralisé, qui s'est amplifié avec le RGPD. Et le deuxième élément aujourd'hui, qui est une attente de plus en plus forte d'avoir moins de données collectées. Et ça, c'est quelque chose qui est la nouvelle tendance de fond. On le voit apparaître dans pas mal de débats, notamment à Bruxelles. On parlait tout à l'heure du DSA et du DMA. Ce sont des discussions qui sont apparues et c'est une tendance dans laquelle finalement les différents acteurs et les principaux acteurs du numérique rentrent. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui que ce soit un Apple, que ce soit nous côté Google, mais que ce soit un Mozilla avec Firefox, il y a aujourd'hui un certain nombre d'actions qui ont été prises par ces acteurs-là, qui fait que d'un côté, il va y avoir un certain nombre d'outils qui étaient utilisés depuis 20 ans qui vont disparaître, mais ce qui va aussi poser derrière un certain nombre de nouvelles interrogations sur tout le modèle économique aujourd'hui de l'Internet qui repose sur la publicité et qui va demander à être complètement réinventé parce que, bien évidemment, à partir d'une publicité qui était auparavant personnalisée, était plus rémunératrice pour les sites Internet qui l'affichaient. À partir du moment où ces outils disparaissent, il faut repenser complètement ce modèle-là. Et oui, c'est un multiple entre une publicité non ciblée et ciblée de combien? Quelle est la différence? Ça va dépendre des sites Internet, mais on a pu voir, il y a eu des études qui ont été publiées au moment du RGPD qui mettaient en avant quelquefois des gaps entre de 1 à 2, c'est-à-dire une publicité non personnalisée qui pouvait être vendue 2 fois moins cher qu'une publicité auparavant personnalisée. Mais tout cela va dépendre effectivement des nouvelles technologies qui vont pouvoir être élaborées, protectrices des données, et qui aujourd'hui sont pas mal en discussion. Mais c'est vrai que le temps d'une certaine manière presse, puisque la disparition du cookie, du moins dans les différents navigateurs, est attendue. Donc il va falloir être très rapide. On est en pleine transition là, si je comprends bien. Tous les acteurs qui avaient créé et construit leur business model sur le tracking des internautes, sur les cookies, doivent se transformer maintenant très rapidement vers autre chose. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à des faillites dans les mois et les années à venir? J'avoue, je ne suis pas assez expert de tous ces modèles-là. Ce qu'il faut s'attendre, c'est que tout simplement le modèle, en fait, les modèles sont en train d'évoluer, les attentes des utilisateurs évoluent complètement. Donc, les modèles s'ajustent en fonction des attentes des utilisateurs. Et donc, il faut derrière que tous les écosystèmes, automatiquement, eux aussi… Merci Benoît Tabaka. Est-ce que Cédric Pierrard m'entend? Un mot sur la protection des données. On a parlé de la protection des données personnelles et la protection des données des entreprises. C'est un peu le cœur de votre métier aujourd'hui aussi. Quelles sont les attentes?
Donc les attentes des entreprises deviennent de plus en plus conscientes. En tout cas, on remarque parmi nos clients et nos prospects un intérêt plus marqué qu'avant sur ce que moi j'appelle la souveraineté des données, c'est-à-dire où sont les données, qui les héberge, est-ce que ce sont des entreprises américaines, chinoises ou européennes, effectivement. Il y a une conscientisation qui n'existait pas il y a une dizaine d'années. Donc il y a une dizaine d'années, je pense que peut-être les opérations dans le cloud ou les applications dans le cloud étaient moins répandues et les gens posaient moins la question. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu ou en tout cas ceux qui étaient sensibles il y a une dizaine d'années avaient la possibilité de travailler hors du cloud, d'être dans ce qu'on appelle le on-premise, c'est-à-dire d'avoir leurs applications hébergées chez eux. C'est un modèle qui est plus possible aujourd'hui, en tout cas qui est très difficile. Si vous voulez des applications modernes, elles doivent être hébergées dans le cloud ou en tout cas partiellement. Et donc l'intérêt pour des entreprises, de nos clients, pour avoir un cloud maîtrisé, savoir où sont ces données, sur quel territoire géographique, dans quel état, et qui gère, quels sont les opérateurs. Donc ça, il y a beaucoup de réglementations dans le cadre du GDPR qui ont lié à trait à ça, pardon. Et c'est vrai que ce mouvement de conscientisation nous aide un peu, nous, en tant qu'entreprise européenne, Une s'adressant à des clients opportunité de européens. business finalement pour vous. Alors, je veux pas non plus, ça ça fait pas, ça nous fait pas grimper les ventes de 300%, mais franchement, la conscientisation de ça auprès des patrons, auprès des dirigeants d'entreprise, nous aide légèrement, aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans, ça nous aidait pas du tout. Le fait d'être européen il y a 10 ans était plutôt une tare. Aujourd'hui, ou en tout cas n'apportait aucun avantage. Aujourd'hui, c'est plutôt un avantage. En tout cas, quand on s'adresse évidemment à des entreprises européennes, comme c'est notre cas. Alors, je le disais, l'encadrement des numériques, c'est 3 Français sur 4 sont pour. Benoît, je reviens vers vous pour parler DMA et DSA, qui sont les grands sujets de régulation du numérique en ce moment. DMA pour le Digital Market Act et DSA pour le Digital Service Act. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'enjeu de ces 2 textes et comment vous, Google, puisque vous faites partie des gatekeepers, on va évoquer ce terme que tout le monde ne connaît pas forcément, vous placez par rapport à ces 2 textes. Non, alors, expliquer en quelques mots DSA et DMA, c'est un enjeu. Non, mais plus sérieusement, si j'essaie de faire un peu l'histoire, la régulation du numérique a démarré en Europe il y a maintenant plus de 20 ans. C'est une directive sur le commerce électronique. Cette directive sur le commerce électronique avait une vision très claire qui était le développement du commerce électronique et notamment avait créé un certain nombre de règles concernant la modération des contenus sur Internet et la responsabilité des différents acteurs qui, d'une manière ou d'une autre, participaient à la diffusion de ces contenus sur le net. Depuis 20 ans, 22 ans maintenant, on a vu arriver énormément d'acteurs, de grands acteurs, ce qu'on appelle aujourd'hui des plateformes, qui ont complètement bouleversé les schémas. Et surtout, c'est que l'attente, à la fois sociale, mais aussi du côté des décideurs publics, vis-à-vis de ces plateformes, a complètement changé. Auparavant, ce qui était attendu de ces plateformes, c'était une passivité. Les termes sont utilisés dans le droit européen, c'est-à-dire de ne surtout pas, du moins si vous ne voulez pas avoir un régime de responsabilité beaucoup plus grand, en quelque sorte, similaire à celui, par exemple, de la presse, il fallait absolument rester passif, ne rien faire vis-à-vis des contenus. Donc, en fait, vous étiez dans une situation où, d'un côté, vous avez une attente pour que les plateformes agissent, interviennent, contrôlent, modèrent, suppriment des contenus, et de l'autre, le cadre juridique qui est complètement à l'inverse en termes d'incitation. Et donc, en fait, progressivement, ces injonctions contradictoires se sont développées, et c'est finalement l'équilibre qu'essaye maintenant de corriger et de patcher en quelque sorte le DSA. Donc le DSA, c'est un texte destiné à viser la modération des contenus sur les grandes plateformes. Cette modération des contenus, elle est reconnue, ça c'est le point important. Et 2, elle est mise sous la supervision d'un régulateur, d'un interlocuteur en la matière. Donc ça, c'est l'objectif du DSA dans un premier temps. Le deuxième, le DMA, c'est celui sur les activités économiques et la manière dont les différentes plateformes
agissent, interviennent sur le marché. Et effectivement, côté DMA, l'objectif de cette régulation, c'est de dire qu'aujourd'hui, les règles existantes, notamment en matière de droit à la concurrence, ne sont pas assez rapides, ne permettent pas d'avoir une approche pragmatique, en tout cas en termes de délai, disons, d'action vis-à-vis des grandes plateformes. Donc, qu'est-ce qu'on préfère? C'est mettre en place des règles, comme on dit, ex ante, en amont, et d'avoir en fait une sorte de catalogue de choses qui peuvent être faites, qui ne peuvent plus être faites par ces différentes plateformes. Donc ça, ce sont les deux textes. Une modération, un contrôle de la modération, un encadrement aussi des activités économiques. Ça vise les grandes plateformes, ça ne vise pas l'ensemble des acteurs du numérique. Il y a un certain nombre de seuils qui se mettent en place. C'est quelque chose qui est destiné à viser un petit nombre. Alors, selon, on verra ce qui sortira de la discussion européenne sur ces textes-là qui devrait aboutir. Pour certains, peut-être le DMA sous la présidence française, pour les autres, dans les mois qui suivront. Mais dans tous les cas, l'idée de ces deux textes-là, c'est de fixer un premier cadre destiné à des grands acteurs dans lequel, en fait, la Commission européenne sera l'interlocuteur principal des plateformes. Et à la question de savoir, et Google dans tout ça, vous en pensez quoi? Oui. La réponse, c'est le temps était venu finalement d'avoir ces régulations. C'est-à-dire que nous, comme je disais, les injonctions contradictoires en matière de modération des contenus, on les a au quotidien, entre vous devez supprimer, vous ne devez pas agir, vous devez supprimer, vous ne devez pas agir. Maintenant, on a un cadre qui va nous être fixé, on va avoir un interlocuteur qui va nous être donné. On l'a déjà en France depuis maintenant un peu moins d'un mois, avec une loi française qui a un peu anticipé ce fameux DSA, mais c'est quelque chose qui va nous être offert au plan européen rapidement. Et sur les aspects économiques, c'est la même chose, c'est-à-dire que aujourd'hui, la manière dont les grands acteurs agissent sur le marché européen est fixée par le droit de la concurrence et le tempo est fixé en quelque sorte par le droit de la concurrence. Ce qui était nécessaire pour nous, c'est d'avoir un interlocuteur qui permet d'expliquer, qui permet de montrer, de pouvoir avoir un vrai engagement sur telle fonctionnalité, par exemple, du moteur de recherche, elle a tel effet, tel pouvoir, telle logique, tel soutien aux petits commerces, aux consommateurs et autres, et de pouvoir avoir cette discussion-là en amont, en quelque sorte, et de pouvoir être mieux fixé et de pouvoir avoir quelqu'un qui nous dit ça, vous pouvez le faire, ça, vous ne pouvez pas le faire. Et donc, c'est là-dessus où on se dit bon, maintenant, le temps est venu d'avoir ce cadre, ces interlocuteurs. J'allais dire, nous, on est mûrs, mais parce que ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on est présent sur le marché européen et qu'on a ces échanges avec ces régulateurs-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui aura vocation par la suite, et on le sent et on le voit bien, à s'étendre à d'autres acteurs qu'un petit nombre ou un petit groupe de grands acteurs du numérique. Donc un vrai changement radical. Il était temps que ces textes arrivent, nous dit Benoît Tabaka. Jennifer, est-ce qu'il était temps d'avoir ces textes? On a sur la régulation des contenus en ligne, par exemple, on a eu la loi Avia aussi, peut-être nous dresser un bilan de cette loi et de ce que va changer, selon vous, DMA et DSA, à la fois dans la régulation des contenus en ligne et du côté du droit de la concurrence. Pour répondre sur ces deux textes qui sont eux aussi des débats en tant que tels et même des débats séparés quand même, ce sont deux objets de régulation séparés, même s'ils ont les mêmes destinataires dans l'objet de la régulation. Pour rebondir à ce que disait tout à l'heure Benoît, en fait, cette évolution aussi sur les 20 ans par rapport au premier cadre et à la discussion qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'aussi la problématique, elle a changé en fait. Il y a 20 ans, on n'avait pas le même nombre d'utilisateurs et puis les mêmes phénomènes en ligne n'avaient pas la même amplification, notamment autour d'un certain nombre de contenus haineux et autres. Et donc, c'est une problématique qui s'est amplifiée et qui invite à penser à de nouveaux outils de régulation. Donc, c'est aussi cette nécessité-là qui s'est imposée et qui a invité les acteurs européens à penser à un nouveau cadre. Peut-être pour parler de manière générale sur ces deux textes, même si c'est un peu simplifié de parler de ces deux textes de manière générale, ce qui est intéressant dans ces deux textes, c'est que ces deux textes veulent éviter finalement de ce qu'a été l'échec du RGPD, pour revenir encore au sujet du RGPD, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des difficultés d'application du règlement général sur la protection des données à travers l'Europe.
à la fois parce qu'on a des autorités de régulation qui n'ont pas des moyens suffisants, et j'évoquais tout à l'heure la CNIL en France, mais c'est la même situation pour ses homologues à travers l'Europe, et à la fois parce qu'on a aussi des convergences entre autorités de régulation, par exemple, pour ne pas citer, entre des autorités irlandaises où des acteurs numériques sont implantés dans le pays, ont leurs sièges sociaux, et d'autres autorités, et donc il y a des intérêts aussi politiques qui se chevauchent sur ces problématiques-là. Et donc, avec beaucoup de difficultés d'imposition d'un cadre réglementaire, c'est la volonté qui a été portée au travers de ces deux textes, c'est de reconcentrer au niveau de la Commission européenne pour avoir plus de poids, justement, dans la mise en œuvre de ces nouveaux cadres réglementaires. Donc, on verra demain comment ces éléments vont être mis en œuvre, comment la Commission elle-même va se donner les moyens de mettre en œuvre ces cadres, parce que c'est pour ne pas reproduire justement les difficultés qu'on connaît aujourd'hui avec le règlement général sur la protection des données. Et on enchaîne sur le sujet suivant qui est la souveraineté européenne. La souveraineté européenne qui fera l'objet d'une réunion spécifique de 48 heures autour de la présidence française de l'Union européenne les 7 et 8 février prochains. C'est évidemment un sujet majeur. L'Europe saura-t-elle émerger comme puissance numérique entre la Chine d'un côté et les BATX et les États-Unis de l'autre avec les GAFAM. Peut-être je commence par vous, Benoît, pour vous libérer par la suite. Je crois que vous avez des obligations. Alors, vous êtes un peu partie prenante puisque travaillant pour Google, vous faites partie des géants américains et en même temps, vous travaillez pour Google en France. Donc, pensez-vous, avec votre point de vue français, que l'Europe a un jour l'espoir et une chance d'émerger en tant que puissance souveraine numérique? Ma réponse est je l'espère, et ça c'est en tant que Français et de citoyen, oui. Et la réponse est quand même oui, c'est-à-dire que on le voit, il y a quand même des talents, il y a des ingénieurs, il y a des compétences, il y a un savoir-faire en France et c'est la raison pour laquelle, par exemple, même Google, on a un département d'intelligence artificielle, on a plusieurs centaines d'ingénieurs qui travaillent dans le bâtiment juste à côté, etc. Donc oui, on a un savoir-faire, on a des compétences, on a des connaissances. On a ce qu'il faut en France. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment on fait émerger en fait ces écosystèmes numériques. On voit bien aux États-Unis que les grands acteurs du numérique ont émergé, notamment au travers d'un certain nombre de partenariats publics-privés. On a tous en tête l'exemple du DARPA, mais la proximité avec les universités. On a en fait tout un certain nombre d'écosystèmes qui se sont développés aux États-Unis. La même chose en Chine. Et la problématique aujourd'hui aussi que l'on a, c'est que l'Europe, au sens marché intégré, marché structuré et en quelque sorte marché unique, n'est pas encore là. Et c'est ça aussi un des enjeux, j'allais dire, pour les grands acteurs du numérique et notamment européens, c'est que la première chose dont ils ont besoin, c'est un marché pour se développer, un marché pour pouvoir toucher facilement, rapidement plusieurs centaines de millions de personnes, ce qu'on peut trouver en Asie, ce qu'on peut trouver aux États-Unis, mais où en France et notamment en Europe, là, le marché est beaucoup plus fragmenté. Et l'autre élément aussi, c'est que les régulations, on en parlait, le DSA, le DMA, sont des régulations qui sont destinées à finalement fixer des règles à des grands acteurs. Mais ça ne fixe pas, en quelque sorte, les soutiens, les outils, les éléments qui vont permettre, par exemple, pour les petits acteurs, d'accéder au financement, de recruter des talents, de pouvoir conquérir effectivement un marché unique. Et je pense que c'est là aussi, il y a un certain nombre d'enjeux. C'est de dire, voilà, aujourd'hui, on a cette chance en Europe, en France, d'avoir des talents. On a cette chance d'avoir des connaissances, des savoir-faire, d'avoir des ingénieurs, d'avoir des écoles de recherche, d'avoir des écosystèmes, d'avoir des gens également. Comment l'ensemble de ces choses-là sont capables d'être connectées, ils vont pouvoir grandir, croître et conquérir. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des licornes, on célèbre régulièrement les licornes. Maintenant, effectivement, il faut se tourner, j'allais dire, sur l'étape d'après qui est, il faut des géants européens. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'une licorne, il faut la faire passer à l'échelle, c'est de dire, voilà, comment telle licorne, voilà comment tel acteur du numérique va devenir quelqu'un qui va être présent partout. Un des exemples que moi j'ai toujours en tête, qu'on oublie souvent, c'est Dassault. On parle souvent de Dassault Systèmes. Aujourd'hui, c'est la technologie Dassault qui sont dans les avions Boeing. Et c'est ça, c'est de se dire comment, demain, de la technologie française, européenne, va être dans les foyers américains, voire dans les foyers indiens, indonésiens et autres. Et je pense que c'est là toute la problématique du passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'on a les compétences, on a les connaissances, on a des vrais savoir-faire, on a des vrais technos.
La question maintenant, c'est le passage à l'échelle. Et effectivement, le cadre européen aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il faut qu'il se focalise, en plus de ce qui se passe côté DSA, DMA, mais c'est là-dessus qu'il faut qu'il aille maintenant très fortement et très rapidement. Même question pour vous, Jennifer. Est-ce que l'Europe a une chance d'émerger en tant que puissance souveraine un jour? Est-ce que le lead juridique, en quelque sorte, permet de bâtir une puissance numérique pour l'avenir? Merci, Raphaël. Peut-être un débat, un rappel autour de ça. En fait, quand on parle de régulation, il y a finalement le débat s'en renferme souvent sur le sujet du protectionnisme et puis on est plutôt dans une démarche d'exclusion que de détention. Et ce que vient de rappeler Benoît, c'est que la souveraineté, c'est avant tout un sujet de détention et de détention de capacité technologique. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on préfère parler chez Renaissance Numérique de souveraineté technologique que de souveraineté numérique, puisqu'en fait, derrière cet enjeu, les questions qui sont posées, c'est aussi la maîtrise d'un certain nombre de technologies qui dépassent le numérique, et ça commence à partir des matières premières. Donc peut-être même avant la question de savoir s'il faut ou pas des grands champions, c'est de savoir aussi où est-ce qu'on a finalement des enjeux stratégiques dans les différentes couches technologiques, et de savoir comment on répond à ces enjeux. Ça peut passer par en effet la construction de géants numériques, mais ça ne passe pas que par ça. Et donc ça nécessite déjà d'avoir une connaissance fine de cet inventaire pour savoir où est-ce qu'on met les leviers pour activer justement cette souveraineté technologique. Et c'est pour ça, en effet, que quand on avait parlé dans le cadre de ce débat, je disais que la puissance juridique ne fait pas, enfin le sujet juridique ne fait pas une puissance. Et on le voit, et désolé, je reviens pour la 3e fois dans ce débat sur le sujet du RGPD, mais le RGPD est aussi assez significatif en la matière, c'est-à-dire que le RGPD démontre une capacité de projection extraterritoriale de la part de l'Europe, et a pu inspirer d'autres réglementations, mais aussi montre aussi aujourd'hui toutes ses limites. À la fois, il est limité par les acteurs privés. Et par exemple, on voit aujourd'hui l'évolution des politiques de protection privée de grands acteurs comme Google ou Apple à travers des initiatives qui leur sont propres, qui ne sont pas que dépendantes de cet agenda réglementaire régional, mais qui participent plutôt d'une intervention, d'une stratégie plus internationale. Et pour citer ces 2 exemples, je fais allusion au Privacy Sandbox de Google et à l'App Tracking Transparency d'Apple. Le RGPD, il est aussi limité dans son application par des souverainetés étrangères. Et là, je vais faire, par exemple, écho à la loi qui est passée en Chine en novembre 2021, qui, finalement, sous couvert de reposer sur une approche qui pourrait s'apparenter à un caractère assez similaire à ce que porte le RGPD, notamment dans la démarche de consentement du citoyen, finalement impose aussi des conditions qui sont contraires aux valeurs européennes. On voit que les règles qui sont établies finalement sont articulées avec l'autorisation administrative préalable et l'obligation de localisation en Chine des serveurs et des données. Donc ça pose un certain nombre de questions en fait, si on résume la souveraineté à cette puissance juridique. Le premier sujet, c'est finalement quelle est notre maîtrise des technologies qui seront critiques demain. Si demain les puissances étrangères nous coupent l'accès à des technologies, à quel niveau on sera dépendant. Et donc, on est vraiment, aujourd'hui, on pâtit de ce manque de réflexion plutôt stratégique qui, demain, devra mêler d'ailleurs des intérêts privés et publics en Europe et pas que la puissance publique. Et c'est bien acteurs privés et publics qui doivent réussir à mélanger leurs compétences. C'est ce qu'a bien compris les États-Unis, qui, depuis plusieurs décennies, finalement, ont des agendas politiques et économiques convergents, et on le voit au travers de leurs différentes stratégies. Donc, reste à l'Europe de se penser aujourd'hui comme une l'éveil est là, l'éveil politique est là en Europe, autour de ces sujets. Vous estimez qu'on est encore en retard Oui,
Non, honnêtement, par rapport à... C'est pas un sujet nouveau, hein. Encore une fois, on parlait plutôt d'ailleurs de souveraineté numérique, et maintenant on parle de plus en plus quand même de souveraineté technologique, mais c'est pas un sujet nouveau. Et puis c'est un sujet aussi qui est connu par ailleurs dans le milieu de la défense, etc. Mais aujourd'hui, on le voit que que ça a été porté à l'agenda de l'Union européenne. Et notamment, c'est le commissaire Thierry Breton qui le porte aussi assez fortement à travers un certain nombre de textes et de fils rouges pour l'Europe, comme le Digital Compass, etc., qui donnent des perspectives sur comment l'Europe peut en effet reprendre la main sur un certain nombre de technologies. Mais encore une fois, le sujet, ce n'est pas l'exclusion des acteurs, c'est vraiment la détention. C'est comment on s'assure que nous, on ne se met pas en position de dépendance. Merci beaucoup. Je vais libérer Benoît Tabaka, qui doit nous quitter. Merci infiniment, Benoît, pour votre éclairage qui est précieux ce soir. Merci beaucoup. Et je me tourne vers vous, Cédric Pierrat, vous qui êtes les mains dans le cambouis en quelque sorte, hein, et qui essayez qui émergeait sur la scène européenne, mais peut-être aussi face à des acteurs venus de l'Orient ou de l'Occident, aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que la France, l'Europe, a une place à jouer encore entre les géants américains et chinois? Oui, moi je pense que on a, mais comme l'a dit Benoît, on a les ingénieurs, on a l'écosystème. Je pense que la French Tech, c'est quelque chose qui marche très très bien. Vous m'entendez? Ouais. On vous entend très bien. Parfait. C'est une initiative qui est vraiment que j'admire, hein, parce on est présent dans beaucoup de pays et franchement c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, en tout cas pas à un niveau de succès tel que celui qu'on peut voir en France. Donc on a les compétences, on a un écosystème récent, neuf, jeune, mais qui est quand même là, qui fait émerger des champions, des licornes. On l'a parlé. Bon, j'aime pas trop parler des licornes parce que la valorisation d'une entreprise, c'est pas ça qui détermine son impact sur les citoyens ou sur les entreprises qu'elle sert. Mais voilà, nous on sert 13-14 000 entreprises aujourd'hui, qui sont des entreprises européennes. Je pense que aussi le marché unique européen est quand même quelque chose de récent. Si on prend l'histoire des 20-30 dernières années, l'émergence de l'euro a à peine 20 ans. Donc les entreprises se voient comme entreprises européennes de plus en plus, mais c'est une démarche qui est encore assez euh, qui est encore assez récente. Et je suis certain, moi je suis persuadé que notre démarche de créer ces champions européens, de s'adresser à ce marché présenté, hein, comme un marché unique, va se générer dans les années à venir. Parce qu'on peut parler, ou prendre l'exemple des États-Unis, on dit toujours que les États-Unis c'est un marché unique, elles peuvent faire des affaires de la même façon à New York que à San Francisco, que dans le Texas, hein. Donc c'est également assez fragmenté. Ils ont des taxations différentes dans les États, et la seule chose qu'ils ont et qu'on n'a pas, évidemment, c'est l'unicité de la langue. Et des fonds communs aussi, Et un marché de capitaux commun qui permet d'apporter la croissance aussi. oui, c'est vrai, mais on a quand même comme dit, depuis l'émergence de l'euro, les fonds, les transactions, etc., se passent quand même beaucoup plus facilement d'un pays à l'autre. Oui. J'ai l'impression que vraiment de plus en plus d'entreprises européennes émergent. On a parmi nos clients, hein, beaucoup d'entreprises pan-européennes qui s'adressent à nous justement parce qu'on est pan-européen, là où des champions locaux qui sont on consolide le marché en fait, nous. Donc on a notre stratégie, c'est d'intégrer, de s'unir, de faire des fusions-acquisitions avec des champions locaux. Le champion allemand, le champion français, le champion italien, le champion espagnol, etc., etc. Pourquoi? Parce que si on veut qu'il y ait une place pour un acteur technologique européen, il faut qu'on ait une certaine taille critique. Vu la vitesse d'évolution des technos, et c'est pas la question, vous la posiez bien, hein, c'est pas un cadre législatif ou régulatoire qui va créer des champions européens. C'est l'avancée technologique, c'est le savoir-faire et c'est notre capacité à répondre aux attentes du marché. Point à la ligne. Et ça nous permettra d'avoir un champion en Europe, mais également, comme le disait Benoît, de sortir d'Europe et d'aller proposer nos produits et notre savoir-faire aux États-Unis ou en Asie, partout dans le monde. Mais je pense que la première chose à faire, c'est vraiment d'avoir cette espèce
d'échelle minimum. On ne peut pas créer de champion. Encore, hein. On est bien d'accord, vous m'expliquiez en préparant cette table ronde que dans le secteur des CRM, en tout cas, vous aviez 8 grands champions américains et aucun en Europe. Exactement. Donc, c'est les plus grandes entreprises dans notre secteur sont américaines. Alors, on va pas laisser cet état de fait pendant longtemps, mais néanmoins, aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, c'est comme ça, mais c'est en tout cas dans notre secteur, bon, que je connais bien, les 8 champions, les 8 plus grosses entreprises, du secteur totalisent à peu près 44-45% de parts de marché au niveau mondial. Donc ça veut dire qu'il y a quand même énormément de parts de marché. Bon, c'est un marché gigantesque, hein, qui fait 80 milliards à peu près, de dollars, par an. Mais donc il reste encore énormément de petits acteurs, comme nous. Enfin, nous, on est un acteur de taille moyenne, mais il reste des acteurs comme nous, il reste des acteurs beaucoup plus petits que nous. Mais par contre, les acteurs qui sont trop petits, si vous êtes le spécialiste luxembourgeois du CRM, je prends la caricature, mais vous n'allez pas pouvoir, avec le marché, votre marché local, vous n'allez pas pouvoir financer la R&D, le développement de produits pour, à la vitesse où l'attendent les marchés, les clients, etc. Donc il y a vraiment je pense une conscientisation des entreprises européennes pour dire voilà, il faut qu'on ait cette taille minimum. J'ai énormément de contacts très positifs avec des confrères, hein, qui pensent, qui entendent ce qu'on dit, ce qu'on porte comme valeur et comme projet, et qu'on rachète ou qu'on intègre. On a déjà fait ça une quinzaine de fois dans les années dans les dernières années là. Et donc c'est vraiment je pense un mouvement qui émerge, et qui, Il faut donc s'attendre à un mouvement de consolidation du secteur au niveau européen. en tout cas dans le CRM certainement, mais je pense en général dans les investissements en numérique. On parle d'investissements en intelligence artificielle, etc. Ce sont des investissements qui sont d'habitude assez grands et vous ne pouvez pas les faire si vous avez une taille toute petite et que vous vous adressez à un marché national. Alors la France est un pays assez grand, donc vous êtes encore un peu limite, mais pour moi, vous l'avez rappelé en début de conférence, je suis belge et donc c'est vrai que le marché est tellement petit. On a des bureaux, nous, en Suède, c'est également un marché, intéressant, mais très petit. Et donc, je pense que réellement le marché européen est tellement riche, il est quand même, unique, surtout depuis l'euro, il a une forme d'unicité. C'est vraiment c'est un tremplin, en fait, pour créer des géants et on doit y travailler et moi, j'y travaille effectivement avec les mains dans le cambouis, tous les jours. Bon, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises exportatrices, en tout cas en France, les nouvelles entreprises exportatrices, sont celles qui ont la plus grande dynamique, mais qui visent dès leur naissance un marché au moins européen, si ce n'est mondial, et celles-ci sont les plus dynamiques, effectivement. Merci beaucoup tous les deux. On va passer à la session questions-réponses avec nos amis internautes. Je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat de cette visioconférence. Une première question que j'adresse à tous les deux, peut-être plus politique d'ailleurs qu'économique, mais est-ce que vous pensez que ce projet dont on entend parler parfois d'États-Unis d'Europe, à l'image des États-Unis d'Amérique, donc un projet fédéraliste en Europe, serait viable? Il faudrait déjà une unité européenne et pour le moment, il reste beaucoup à faire, nous dit cet internaute. Mais un, est-ce que vous pensez ce projet viable? Deux, serait-il bon pour l'émergence de cette puissance numérique dont nous venons de parler? Alors, je veux bien faire une réponse qui n'est pas totalement une réponse directe à la question, mais en fait, quand nous, on a travaillé sur le sujet de la souveraineté technologique, la question aussi qui était posée, c'est à quelle échelle on l'a fait? Est-ce qu'on l'a fait au niveau français, au niveau national, ou est-ce qu'on l'a fait au niveau européen? En fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, Cédric vient de le rappeler, c'est qu'en fait, pour atteindre finalement les investissements nécessaires, parce que notamment dans un certain nombre de technologies, si je prends par exemple l'exemple des semi-conducteurs, c'est un domaine qui invite à des investissements en capital massif qui ne peuvent se faire qu'à l'échelle de l'Europe, qui ne peuvent pas se faire à l'échelle nationale. Oui. Donc, de facto, si on veut répondre à l'enjeu de souveraineté technologique, on le porte au niveau européen. Mais ça ne veut pas dire qu'on parle de la souveraineté
de l'Europe, en fait. On parle de la souveraineté des États membres qui se trouve juste renforcée parce qu'on fait appliquer ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que pour répondre à cet enjeu de souveraineté technologique, on va estimer que l'Europe sera l'échelon le plus pertinent pour atteindre cet objectif. Mais aujourd'hui, vu les débats au sein, et là c'est en effet politique, Raphaël, vu les débats au sein de l'Europe, il n'y a pas de sujet de passer à un caractère juridique tangible de cette souveraineté numérique, cette souveraineté européenne. Par contre, l'échelon européen est plus que nécessaire pour atteindre le sujet technologique. Cédric, peut-être vous qui êtes en train de construire un groupe européen, est-ce que moi, la fédération d'États-nations faciliterait le business? Clairement oui, alors on n'y est pas, hein. Je pense qu'il y a du pain sur la planche comme on dit. Mais effectivement, je suis un Européen convaincu, alors c'est dans ma nature, je voyage beaucoup en Europe et je voyage entre 100 et 150 jours par an, en Europe et ailleurs dans le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, la majorité des États européens n'ont pas tellement le choix. Alors peut-être pas la France, peut-être pas l'Allemagne, qui peuvent exister au niveau national avec une taille d'un marché intérieur suffisante. Mais pour un ensemble d'autres pays, comme la Belgique, comme la Suède, comme le Danemark, c'est un choix qui est le choix d'exister au sein d'un rassemblement européen qui a quand même des valeurs communes, beaucoup de valeurs communes, beaucoup de. Enfin, moi, je voyage, je vous dis, beaucoup en dehors d'Europe aussi, et en Europe, on a un certain art de vivre, une certaine culture qu'il n'y a pas ailleurs et qui, je pense, mérite d'être défendue. Et le défendre quand on est danois, c'est moins facile que de le défendre à nouveau à un niveau européen. Et là je rejoins Jennifer sur certains programmes, certaines politiques, certains projets doivent être menés au niveau européen parce qu'au niveau nationaux, ils n'ont simplement plus de sens, ils ne seront pas viables du tout. Donc de là à parler d'un États-Unis d'Europe, je ne sais pas s'il faut faire tout comme les États-Unis. On a nos spécificités, on a nos langues et on y tient, notamment en France, mais pas que. Allez voir en Suède, ils tiennent fort à leur suédois et je pense qu'il faut, voilà, il faut faire notre propre union, qui sera européenne, forte, mais il faut qu'elle puisse porter des projets, mais aussi, hein, Jennifer parlait d'un agenda politique et économique qui soit commun. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant. On parle de défense commune. La défense commune, je pense pas enfin, j'espère qu'on n'arrivera pas vers des conflits, mais d'avoir la situation en Ukraine et le jeu, enfin la partie presque négligeable que l'Europe a joué dans ce conflit est quand même un peu dérangeante. Et le fait aussi de créer un pôle de défense fort peut amener beaucoup d'investissements dans la technologie, dans les entreprises fortes. On parlait de Dassault notamment, mais pas que. Et ça peut amener beaucoup de créativité, de talent en Europe. Très bien, merci. Il ne me reste plus qu'il est 20h passé d'1 minute. À vous remercier l'un et l'autre. Je rappelle, Jennifer Chrétien, déléguée générale du think tank Renaissance numérique sur toutes ces questions absolument passionnantes. Cédric Pierrat, CEO de l'éditeur de logiciels CRM Effici. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Michel Derdevé d'avoir chapeauté en tant que président de maison de l'Union européenne, de l'Europe, cette visio. J'espère qu'on pourra, pour la prochaine édition de cet observatoire, se retrouver tous ensemble en présentiel, comme on dit maintenant. Encore désolé pour tous ces petits problèmes techniques et il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir. Merci. Au revoir.